Les 1001 vies de Saïn, une enquête de Karim Boukercha. Épisode 5, Paris la nuit. Saïn, il va vraiment trouver sa place dans le milieu hip-hop. Il s'éclate, il a des potes, il voyage. Et aussi, lui et ses amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent beaucoup en soirée. Pour remettre dans le contexte, c'est le moment où le rap américain commence à prendre de plus en plus de force. On en reçoit de plus en plus en France. Et Saïn et ses amis vont vraiment devenir fans de rap, comme tous les gens qui s'intéressent au mouvement hip-hop à cette époque-là, à Paris. Il est vraiment à fond, il kiffe. Mais au fur et à mesure des témoignages, je découvre aussi que derrière cette face souriante se cache un côté plus sombre sur le plan personnel. Parce que le moment où Saïn se lance dans le hip-hop, ça coïncide aussi au moment où son père est décédé. Donc là, on est en mai 85, Gurvan a 18 ans, et c'est une douleur qu'il garde pour lui, et dont il parle très peu à ses amis, mais qui va inévitablement influencer cette période. Les 1001 vies de Saïn. Gurvan a perdu son père. Danielle, mère de Saïn. C'est moi qui lui ai annoncé la perte de son père. Ça n'a pas été, c'est pas facile du tout. Il m'en parle pas du tout. Il a l'air sidéré. Les relations qu'il avait avec son père, elles étaient un peu éloignées dans le temps, puisque lui, il habitait Lyon. Il avait refait sa vie. Gurvan avait un demi-frère et une demi-sœur. Et puis, il allait sur le bateau de son père. Et c'était un 13 mètres sur lequel, l'été, Eric, son père, faisait école de voile aussi. Maintenant, les relations qu'ils avaient, je pense qu'elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes parce que lui, il aimait bien enseigner. Et Gurvan aimait bien aussi être sur le bateau, apprendre des choses. Je crois que ça a été des moments de plaisir quand ils se sont rencontrés. Mais il faut dire que quand on s'est séparés, Gurvan avait 8 ans. Et que là, il a quand même souffert de cette séparation. Parce que lui, il ne voulait pas. Mon ex-mari non plus. Il n'y a que moi qui voulais. J'étais seule. Mais bon, je ne voulais plus non plus de cette vie. Et puis, j'ai gardé ma décision. Voilà. Dans le milieu, les gens, ils pensaient que le père de Gurvan travaillait avec Pierre Berger. On savait que son père avait été un des associés de Pierre Berger. Je sais que son père était décédé, je sais qu'il avait touché un héritage et tout. Ça n'allait pas plus loin que ça. Oui, parce que mon ex-mari a aussi travaillé dans la mode. Il s'occupait de la distribution issue de la mode classique, Podium, etc., d'Yves Saint-Laurent, donc Pierre Berger. Et ça a été un moment de sa vie. Après, il est allé, je crois qu'il est retourné dans le monde de la pharmacie. Donc, on a acheté la rue Tardieu, puisqu'il a hérité de son père. Et on lui a fait un fonds de pension pour déplacement, pour qu'il puisse avoir une dotation pour subvenir non seulement à ses besoins alimentaires, comme on dit, et puis aider un petit peu aussi au paiement de son école. Est-ce que tu penses que la mort de son père a pu jouer dans son état émotionnel ? Il a rentré tout ça en lui, ça c'est sûr. Hein. Mais tu vois, l'argent de l'héritage n'est pas du bon argent. On en avait discuté. Hein. Parce qu'il s'est autorisé plein de choses. Il s'est surtout pas autorisé, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa danse, parce que maintenant, on le sait, hein, il a pas fait ce qu'il fallait. Bon, les fantasmes, c'est bien, dans la mesure où ça mène quand même à quelque chose de constructif. Hein. Mais là, il est allé un peu trop loin, quoi. Et il était peut-être pas entouré de bonnes personnes. Mais il n'avait pas de guide, vraiment. Il aurait mérité d'en avoir un. J'ai très peu de souvenirs de cette période-là. Delphine, sœur de Saïn. On l'a très peu vu à partir de ce moment-là, Gurvan. Je pense qu'il était dans une vie, de ce qu'on en sait maintenant, assez intense dans sa passion. C'est sûr que comme il avait eu cet argent, beaucoup d'argent,
Gurvan par la mort de son père, ça lui a permis d'aller à New York, de faire tout ça. Je pense que ça a été à la fois un grand malheur, la mort de son père, et c'est aussi ce qui lui a permis d'aller au bout de sa passion. Ça m'excite, ça me met électrique, quoi. On est en haut. Les premiers toits que j'ai faits, je les ai faits avec Sagne. Et je trouvais ça complètement ouf, quoi. Leeds, graffeur. Et j'ai découvert le 18e par les toits, en regardant le 18e la nuit par les toits avec Sagne. C'est vrai qu'avec lui, on faisait des trucs de dingue. Mais il était pas dingue. Il était pas dingue. Il y a quand même des gens qui disaient à cette époque-là qu'il avait un grain. Chacun avait une attitude, tu sais. Il y en avait l'air qui avait l'air décontracté. Lui, il avait l'air plutôt mystérieux frappé, tu sais. Sagne, il pouvait se pointer devant une soirée, ne pas rentrer, et regarder juste les gens qui rentraient comme ça. Tu vois, pendant des heures. Sagne, il était pas cinglé. Il était comme ça, c'est tout. Parlait pas trop, faisait pas chier le monde. Je l'ai rarement entendu dire des jurons. Sagne n'était pas cinglé. Il était spécial, voilà. Mais en tout cas, il nous faisait bien marrer. C'était un peu le taré de l'équipe, mais dans le sens drôle, tu sais. Moi, je le trouvais tête brûlée, quoi. Squat aussi, on est placé partout. Hein. Mais celui qui était vraiment ouf pour moi, dans ce délire-là, c'était Sagne. La première fois que j'ai été chez Sagne, c'est à l'époque où le Globo a commencé. Moi, j'habitais pas encore dans le quartier. Un soir, j'étais avec Sagne au Globo. Bon, il n'y avait pas Solo, il n'y avait pas tout le monde, il n'y avait pas toute la clique. Donc, on se faisait chier. Donc, il m'a proposé un truc assez tard, vers minuit et demi, ou 1h du matin. Il m'a dit, viens, on se barre. Et il fait, t'as qu'à dormir chez moi. Parce que moi, j'habitais à VSG, à côté de Saint-Denis. Et il me disait, si tu veux, on se fait comment on appelle ça? On appelle ça comment? C'est comme un marathon. Du Globo, jusqu'à machin. Donc, avant de partir, comme la soirée du Globo nous avait pas satisfait, on a tagué le Globo. Et après, on a tagué tout le boulevard Marcadet. Et on a marché jusqu'à la place des Abbesses. Et on a tagué tout le temps. On est monté chez lui. Il avait 2-3 bombes à vider. Donc, on les a vidées en 18e, à la butte Montmartre d'ailleurs. Et ensuite, j'ai dormi chez lui. C'est la première fois que j'allais chez lui. Ouais. Le hip-hop parisien a eu son premier jour avec le Terrain Vague. Et il a eu sa première nuit avec le Globo. Je crois savoir de quoi il s'agit. Écoutons. Quand on sortait, ouais, on allait au Globo. C'est chez Roger Boitefunk. Et en fait, c'était la boîte, c'était une ancienne salle des fêtes tenue par des Portugais que le père de Valma Sadian avait repris pour faire justement ce truc-là, le Globo. Et puis, on a été à la première et tout. Et c'est vrai que le Globo, putain, c'était une réussite. Hein. C'était une boîte de crayons de couleur. Il y avait des blancs, des noirs, des indiens, des juifs. Il y avait de tout dans cette boîte. C'est aussi la seule boîte de France où quand t'allais le vendredi, par exemple, hop, concert Public Enemy. Hop, Cash Money. On y allait tous les vendredis. Il n'y a pas un vendredi que j'ai loupé, moi. C'était la grande messe du vendredi, quoi. On y allait tous. Et on n'avait pas besoin de s'appeler. On savait que tout le monde serait là-bas. Et on allait tous là-bas. Moi, j'allais là-bas, j'étais sûr de retrouver Solo, J, Sign, Squat, Shen, tout le monde, quoi. Absolument tout le monde. C'est le premier vrai endroit où on se sentait chez nous, quoi. Donne-moi du son, que je te donne des frissons. Mes b-boys unis, à voix à l'unisson. On sortait beaucoup. On sortait beaucoup à l'époque. Vincent Cassel, comédien. C'est-à-dire qu'on était toutes les nuits, tous les soirs, il y avait un truc. Sign, c'est quelqu'un que je voyais dans les boîtes de nuit, au Terrain Vague de la Chapelle, dans n'importe quel événement, tout le temps, que ça soit dans la fashion ou dans les trucs plus obscurs de sound system. L'autre jour, je suis retourné après des années au bain-douche. Et au bain-douche, ils ont tout refait, mais ils ont laissé une partie du mur de l'ancien bain-douche. Et il y a tous nos tags et nos graphes de l'époque où on venait, carrément, faut se rappeler qu'à l'époque, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire tricard des bains-douches. On disait, tu peux plus venir pendant une semaine. Qui pour nous était une punition. Parce que on s'était fait choper en train de taguer dans les chiottes. Tous ceux qui étaient hip-hop y allaient.
Le Globo, c'était la plus grande concentration de plus gros blazes au niveau de la culture hip-hop. C'est unique. En histoire, c'est unique. On était sur la droite de la scène et on était toujours au même endroit. À croire que, tu sais, les chaises, la place et l'endroit là, c'était le nôtre. Leeds. Quand on venait, il n'y avait jamais personne dans cet endroit-là. Et c'était notre endroit. Et on était toujours assis au même endroit avec nos copains, nos copines, toujours les mêmes. Et ouais, vraiment, le Globo, c'est l'endroit où vraiment on allait s'amuser, où on allait danser. Voilà, mais l'endroit hip-hop où on se réunissait tous, c'était vraiment le Globo. Ouais. Sign, on a dit qu'il avait un truc de danse, comme si souvent il dansait en transe. Sign, il ne savait pas danser. Par exemple, on faisait souvent up rock, Majesty. Il y avait Majesty, on était réputés pour ça en gros. Solo et Squat pour le up rock, et Majesty et moi pour le up rock. Et Sign aussi, il dansait comme un ouf, il s'amusait comme nous, tu vois. Mais lui, il était taré. Il dansait, quoi, à sa manière, quoi, mais il s'éclatait, quoi. Au Globo, il dansait tout le temps, il dansait comme un ouf. Armen, photographe. Lui et Leeds, ils étaient complètement possédés dès qu'il y avait de la musique. Ils dansaient et tout, c'était marrant, tu vois. Le gars, il avait les yeux complètement révulsés. Quand il dansait, il était possédé, tu vois. Well, if you're slim, heavy, skinny, or fat, you're just the right size to do the cabbage patch. So come along, the dance will make you dizzy. And right about now, it's time to get busy. Le Globo, c'est le Globo. Mais avant le Globo, il y avait un truc. C'était le Domingo. C'était à Oberkampf, en face du circuit d'hiver. Et ça, la spécialité, c'est pareil. Il y avait des chanteuses cubaines ou de tout pays qui venaient sur scène. Et des spectacles de danse, même bizarres des fois. C'était Sono Mondial, c'est genre rapport à Radio Nova. Il y avait un bar, tu pouvais consommer de l'alcool, mais tu pouvais aussi bouffer du chili tous les dimanches. Et tous les dimanches après-midi, on allait là-bas. On était permis de rentrer tout le temps gratuitement, mais on rentrait toujours par derrière. Tu sais, comme au cinéma, quand tu fais la porte de derrière. Je sais pas pourquoi on faisait ça. On allait toujours par derrière. Au Domingo, il y avait un piano. Et ça, il y a un jour, il est monté au rideau de la scène et il faisait Tarzan. Et on lui disait de descendre. Et il est descendu, mais il s'est laissé tomber sur le piano. Il a éclaté le piano, tu vois. Et les videurs sont venus et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que c'était un gumen? Lui, il s'est fait jeter. Il est sorti du truc, il a tagué la devanture du Domingo. Il a été derrière, il a tagué, tu sais, il a poussé la porte battante, il a d'abord tagué, il a tagué tout le couloir, il est revenu nous voir. Ah, ça, il faisait des trucs de dingue là-bas. À chaque fois, il nous mettait dans une situation, mais jamais pour des trucs graves. Quand il le faisait, on éclatait de rire, mais après, il fallait arrondir les angles. Donc, il fallait se rendre sérieux, dire ouais, ça se fait pas et tout, tu vois. Mais en fait, on en avait rien à battre. Il aimait faire le ouf, quoi. Il faisait le ouf, quoi. Une fois, il dansait avec Maï et il lui tenait les mains et tu sais, il tournait en rond, il la faisait tourner. Et il a lâché, elle est partie voldinguer. Mais pour lui, c'était comme une danse et il n'a pas été à la ramasser, tu vois. Ça, par contre, vous avez un peu énervé. Mais je crois qu'il avait un petit coup dans le nez ce soir-là, tu vois. Ça, il faisait des trucs bizarres quand même. Sign, à chaque fois, il arrivait un peu nulle part. Maï Lucas, photographe. Il était assez indépendant, il repartait, il avait une sorte d'arrogance comme ça. Pas arrogance, c'est pas le mot, mais c'était un mec il arrivait, il mettait une pure énergie dans un endroit, il faisait exploser un peu l'énergie du moment, et après, où il s'en allait, et il avait toujours fait son effet. Tu vois, c'est un sorte d'électron libre. Valérie, c'est ton père qui a eu l'idée de créer les soirées du Globo. C'est un lieu qui a beaucoup compté dans les premiers temps du hip-hop à Paris. Qu'est-ce que tu en retiens de cette période-là? Tout d'un coup, avec la musique, habitée par les passions, quelles qu'elles soient. Valérie Massadian, réalisatrice. Il y avait la possibilité de trouver une place. Et de trouver une place où tu es épanoui. C'est juste, tu existais et il y avait un début de reconnaissance d'autre chose, quoi. Et ça, forcément, ça a créé une euphorie assez folle. Il y avait ce truc de besoin d'exister pour plein de choses, par rapport à là où tu venais, par rapport à l'âge que tu avais, et puis de classe sociale. Tout d'un coup, il y avait des places pour exister, quoi. Sign est un personnage important du début du hip-hop. Maï Lucas. On ne peut pas oublier Sign. Et Sign était présent par l'éclat, par sa brillance, par ses tags, par sa manière d'être, son agilité, comment il bougeait, comment il rigolait tout le temps de la vie. C'est-à-dire qu'on avait toujours l'impression que tout le faisait marrer, en fait. Qu'il avait un certain recul et un certain regard d'amusement. Il était tout le temps amusé des situations. Sign, il allait au Globo. Il était un des rares à avoir des casques.
parce qu'à l'époque, ça coûtait quand même cher, tu vois, et puis c'était le début des Walkman. Et il était avec un Walkman, mais les Walkman, je te dis, qui pesaient lourd comme 2 folios, livres folios, tu vois, et en train de danser, et en plus, il allait avoir les cassettes, au Globo sur sa propre musique. Donc, pendant que tout le monde dansait sur la musique de Dynasty, lui, il était sur un autre rythme, sur son propre hip-hop. Le mec était très excentrique. Kay, graffeur. Il avait envie de faire rire ses potes. Il faisait des trucs, des fois, tellement de ouf. Genre Quand le mec, il était au Globo, comme tu sais, Globo, c'était tous les b-boys de Paris, mais c'était aussi surtout tous les gangs, toutes les équipes de Kaira de dingue, tous les gars qui dépouillaient. Et le top du blouson, c'était la Goose Down, quoi. Tu vois, la Goose Down en cuir, col fourrure. Et lui, le mec, il arrivait avec sa Goose Down et il nageait par terre. Il faisait la brasse ou le crawl. C'est-à-dire qu'il y avait des cercles de battle où tout le monde s'applique pour montrer genre, ah ouais, moi je suis un super b-boy, attention, footwork, top rock, coupole, tour sur la tête, tout ça. Et lui, il arrivait, et genre le cum, il se jetait par terre et il nageait la brasse. Tu vois, et je disais, oh putain, t'es vraiment un ouf. Mais il faisait ça avec un tel sérieux, sans se démonter. Il montrait, en même temps, c'était génial parce qu'il nous faisait tous rire, mais il y avait un côté grotesque. Maï Lucas. Sign, en fait, il est un peu impalpable. Il vient, il te regarde. Par son regard, tu sens qu'il t'aime bien, mais après, il trace. Il s'arrête pas, il essaie pas de savoir quitter. Il était dans sa petite énergie. Mais c'était quelqu'un qui, par le regard, la première fois que j'ai vu, on a échangé un regard où il était coquin, marrant, et j'ai senti qu'il m'aimait bien. Mais c'était pas « Ah, je t'aime bien, je te veux ». C'était juste... plutôt, toi, t'es peut-être aussi une maline comme moi. Tu vois, un truc un peu de gens qui se repèrent. Donc, Sign, il est différent. Et donc, la première fois que je le vois comme ça. Et puis, petit à petit, on se retrouve dans des soirées ensemble. Et il vient, il est un peu délirant. Des fois, il arrive avec des manteaux de fourrure. Des fois, il est tout seul dans son délire. On est tous ensemble. Mais lui, il est toujours tout seul. Et je l'aime bien, mais je ne me rends pas spécialement... Il m'intrigue, en fait. Je ne sais plus ce qui m'intrigue. Et un soir, voilà, je me retrouve au Globo. Et mon copain n'est pas là. Et il y a Sign qui est tout seul. Et il danse sur la piste de danse. Et il est tout seul, il est dans son délire et je ne sais pas pourquoi, cette soirée-là, j'étais attirée par lui. Et dans sa solitude, j'avais envie de rentrer dans sa bulle de solitude et d'être avec lui. Il était là, comme ça, j'ai dû danser avec lui, tu vois, mais un slow, même un truc un peu genre... Justement, je crois que tout le monde dansait du rap et il s'est approché de moi, on a commencé à faire un slow. Donc, on était au Globo, ça devait être 4h du matin, il n'y a pas trop de monde et je fais un slow avec lui et tout. Il arrivait à me sortir de la bulle de tous les jours, en fait. C'est-à-dire que était créé autour de lui un univers de rêve, un univers qui lui appartenait et dès que tu rentrais dans son univers, en fait, t'en faisais partie. Et je sais qu'à un moment donné, on s'est fait un smack. Pour te dire smack, on a oh là là, ouh là là. Et quand je me suis détachée, il est resté les yeux fermés, avec la bouche, tu sais, toujours en baiser, genre comme s'il continuait d'apprécier mon baiser en continu, tu vois. Et j'avais trouvé ça tellement drôle, mignon, charmant, romantique et poétique en même temps que je sais pas, moi je dois être aussi une grande romantique. Ça m'a complètement touché le cœur. Et à ce moment-là, j'ai fondu pour lui et il est devenu quelqu'un, pour moi, de précieux et d'exceptionnel par sa manière de réagir aux choses. C'est-à-dire que ce n'était pas que le graffiteur, que le fou, c'était quelqu'un doté d'une énorme sensibilité. Et à partir de ce moment-là, Sign m'a appelé tous les jours et comme une évidence, je suis rentrée dans son univers, il ne s'est pas posé de questions, je ne me suis pas posé de questions. Et pendant presque 1 an, j'étais à ses côtés. Moi, ce que j'adore avec Sign, parce que moi, j'ai toujours aimé les gens aussi un peu atypiques, c'est que je me retrouvais au Globo avec Sign et tout d'un coup, tout le monde dansait et Sign, il disparaissait. Tout d'un coup, je le retrouvais debout sur une table, après, il revenait, après, tout d'un coup, il s'en allait et il n'y avait plus de Sign à la soirée, tu vois. Donc, moi, je passe mes soirées avec mes copines et je rentre chez moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, quand il disparaissait, le retrouver, c'était quand le bon Dieu le ramènera, tu vois.
Et des fois, je rentrais chez moi donc à 2h du matin et à 3h, la porte frappait et tout d'un coup, il apparaissait. Tu vois, donc j'étais contente. Et à l'époque, il n'y avait pas à discuter. En fait, il était là, j'étais contente. Donc, sa différence, si on doit appeler ça sa différence, me convenait puisque je l'avais choisi pour ça. Il était très réservé, quoi. Enfin, c'était pas une grande gueule, tu vois, alors qu'ils avaient quand même tous des grandes bouches. Valérie Massadian. Est-ce que tu te souviens de conversations avec lui? Ah ouais, plein. Ça, ouais. Ça, je m'en souviens. Qui était sur quoi? Il y a une nuit, je sais, on a parlé du rapport homme-femme pendant, mais genre, une nuit. Mais vraiment. Et de comment... ça, je m'en souviens super bien parce que j'avais jamais trop réussi à avoir de conversation un peu avec tous ces cums-là. En fait, les deux personnes, les deux seuls de toute cette bande, c'était Gurvan et Didier aussi. Mais parce que Didier, moi, je l'ai connu à un moment où... avant NTM, quoi. C'était ça qui était beau aussi avec ces cums. Enfin, tu vois, c'est que dès que tu sortais justement de l'énergie du groupe et machin, et que tu étais en tête à tête et que tu pouvais vraiment parler, et ben là, il y avait vraiment des gens, quoi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment du sensible. Et c'est pour ça que ce truc de tendresse, parce que, voilà, il n'était pas formulé dans le groupe, hein, enfin, tu vois, dans l'énergie du groupe ensemble. Mais il y avait vraiment des gens, quoi, avec du sensible, avec nanan, et qui, après, chacun avec ses mots, comme on pouvait et comme on cherchait. Mais voilà, on arrivait à se parler de choses un peu importantes dans la vie, quoi. Est-ce qu'il t'avait parlé que son père était décédé assez jeune? Non. Ça, par exemple, c'était assez fréquent chez tous. Parce que même Didier, ou vraiment, moi, il y a eu un moment où on a parlé vraiment de choses super intimes, vraiment. Mais dès que ça touchait tu vois, les parents, là, il y avait un espèce de blackout. Genre, c'était balayé, tu vois, par deux phrases, genre, mon daron est mort, mon daron me mettait sur la gueule. Enfin, voilà. Et basta. Rien, tu vois. Il n'y en avait pas un seul qui rentrait chez lui, qui avait sa mère qui lui avait dit « t'as fait tes devoirs, t'as bien travaillé ». C'était tous des enfants qui pouvaient être jusqu'à 4h du matin dans la rue. Il y avait quand même une sorte de solitude. C'est quelqu'un qui détenait en fait une certaine vision des choses et du monde. De temps en temps, Saïn pleurait. C'était un garçon qui pouvait pleurer quand il voyait un film sensible. Il avait beaucoup de tristesse parce qu'il avait perdu son père. Et il pouvait m'en parler de la tristesse de son père, de ce qu'il vivait et tout ça. Je pouvais arriver chez lui, on mangeait, puis d'un coup, il pleurait. Et je savais qu'il pleurait parce que il avait perdu son père, tu vois. Donc, je pouvais lui faire un câlin, je le laissais pleurer, il pleurait dans mes bras, et puis après, on passait à autre chose, tu vois. Donc, oui, c'est vrai qu'il avait cette tristesse. Donc, on avait une certaine intimité, on était bien. On n'avait pas spécialement besoin de parler, ou de temps en temps, il me parlait, il me racontait des choses. Je sais pas, j'aimais là où il m'amenait, j'aimais ce qu'il me faisait vivre. Tout ce que je veux, c'est délirer juste un petit peu. Un soir, il me dit, viens, on va taguer. Et moi, je dis, ah ok, moi j'adorais, je taguais aussi, puis ça me faisait marrer, mais tu vois. Et il m'amène sous les ponts, tu vois, donc c'était vers Barbès, et on se retrouve à faire un immense mur sous le métro aérien, tu vois, mais vraiment aux yeux de tout le monde, tu vois. Il commence des énormes throw-up et tout ça, ou des block letters, qui faisaient des super belles block letters en argent, tu vois. Les block letters, c'est comme des lettres qui seraient faites comme si c'était fait avec des briques. Et moi, je suis là à remplir les couleurs, tu vois. Et je suis en mini-jupe, c'est l'été et tout ça. Et tout d'un coup, il y a deux phares qui nous éclairent, vraiment comme au cinéma, comme deux poursuites. Et là, on se retrouve avec deux camions de police, tu vois, qui nous arrêtent en police, arrêtez-vous, nanana. On se retrouve limite menottés. On se fait arrêter. Et à l'époque, on connaissait déjà, souvent les gens se faisaient arrêter. On devait passer 24 heures ou 72 heures au poste. Et là, tu vois, c'était vraiment choquant parce que tout d'un coup, on était vraiment arrêtés comme des grands bandits. Ça rigolait pas, c'était pas, tu vois, c'était assez sérieux. Et on a amené Saïn dans une petite pièce, on lui a enlevé ses lacets, on lui a enlevé tous ses ceintures, ses lacets. Ça, c'était ma première approche avec le monde carcéral. Et moi, j'étais en mini-jupe et on m'a mis dans une cellule où il y avait un banc et au moins 5 ou 6 clochards bourrés et des hommes, tu vois. Et lui, on l'a mis dans une petite cellule tout seul.
Et j'ai passé toute la nuit collée, tu vois, aux grilles, à espérer qu'aucun mec me touche et à ne pas comprendre qu'on me fasse subir ça, parce que j'ai passé 7 heures et que Sign était protégé et moi, j'étais avec des vieux gars bourrés. C'était horrible. Et donc, le matin, on est passé devant le juge. Et là, par contre, c'était la première fois où j'ai vu une autre phase de Sign, c'est qu'il était complètement muet. Il ne me regardait plus. Il faisait pas le malin. C'est comme si son rêve et toute sa poésie, tout ce qui était génial qu'il adorait, on venait de couper son délire. Je comprends que peut-être que dans ce moment, dans son rêve qui s'était créé et dans sa personnalité, c'était tellement choquant cette retombée et c'était tellement ça qui fuyait qu'on n'a pas pu le vivre ensemble. Tu vois, il s'était refermé complètement comme une huître. Et j'ai peut-être pu le prendre un peu pour me dire « Ah, ben en fait, il a peur des flics. » Tu vois. Alors que maintenant, avec le recul, je pense que c'est vraiment plus au niveau de l'esprit que ça l'avait choqué. Et on a été relâchés. Une fois qu'on était dehors, c'était fini. On a rigolé. On a été se prendre un café. C'était rigolo. Bon, aujourd'hui, on retrouve Mode2, à qui j'ai proposé de rencontrer la sœur de Sign, Eve-Marie. Alors, Mode2, pour les rares personnes qui ne le connaissent pas, c'est un des pionniers du graffiti en Europe. Il a commencé le graffiti en Angleterre et il vient régulièrement à Paris à partir de 85 pour peindre avec Bando et les CTK, le groupe dont Sign fait partie. Mode, c'est un graffeur, mais c'est aussi quelqu'un qui prend et qui prenait beaucoup de photos à l'époque. Et pour l'occasion, il a eu la gentillesse d'aller chercher au fin fond de ses négatifs des photos totalement inédites de Gurvan qu'il va offrir à Eve-Marie. Nous avions fait tirer ça dans un labo. Je ne voulais pas filer à Eve des fichiers par virtuels, quoi. Et donc, de faire un album photo et tout, je pense que c'est nous ramener au monde réel d'une certaine époque, quoi, et pas le foufou d'aujourd'hui. Alors, Eve-Marie, toi, qu'est-ce que tu attends de ce rendez-vous ? Avant toute chose, je suis extrêmement contente de rencontrer Mode parce que c'est très, très émouvant parce que c'est un ami de Gurvan et c'est vrai que nous, dans la famille, on ne connaît pas très, très bien tout cet univers-là, toute cette partie de sa vie. Peut-être qu'on peut voir des photos ? Ah là là, elle est super cette photo. Ah, c'est Gurvan. Bah, il est avec un grand sourire, il fait un signe comme il sait faire des signes apparemment le gars. Et puis il y a des boules à facettes, si je vois bien. Nous sommes au printemps de 87, dans une cave dans le quartier latin où nous allions les dimanches soirs. Toi, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as rencontré Sign ? En fait, nous rencontrons les gens plus en voyant leur tag avant. Et après, on croise le personnage, mais c'est plutôt en voyant leur tag qu'on les rencontre. Je voyais les tags Sign et Squat, TDB à l'époque. En 86, quand Bando et moi, on avait peint le mur de Stalingrad devant, je vois que sur une des photos, Sign, il est là. Je l'ai croisé comme ça, genre aux abords un peu du groupe. Bon, j'aurais espéré peut-être qu'il y aurait plus d'échanges entre nous. Moi, je voyais que c'était un peu le mec qui était un peu à part dans sa manière d'être. Et moi, j'étais à part géographiquement complètement, quoi. J'avais 19 piges, quitté le truc familial et atterri à Paris dans mon premier job avec salaire, avec des responsabilités, mais en fait, j'allais peindre le soir et je m'endormais au bureau. C'est plus lui qui venait de temps en temps et on se croisait. Et alors là, il y a tous les copains, je ne crois pas connaître tout le monde. Là, c'est les marches qui descendent dans la boîte. Il y avait plein de boîtes comme ça dans le quartier latin, genre au sous-sol. Là, c'est Chêne et là, c'est Colt. Derrière, quelque part, il y a Joey dans le noir. Ouais. Bah, ils sont souriants, ils ont l'air bien. Hein. C'était l'époque. Hein. Ça t'inspire quoi quand tu vois tous ces gens, cette époque, ce frère que toi, t'as pas connu ? Parce que à cette époque-là, là, quand il a 21 ans, t'as quel âge, toi ? 87, j'ai 7 ans. On se voit pour les fêtes un peu carillonnées
le dimanche de temps en temps. Mais c'est vrai c'est la période, il commence à être de moins en moins présent dans la famille. Et bon, ça se comprend parce que c'est une période de vie où il a envie d'explorer d'autres choses. Mais voilà, c'est émouvant. Et puis là, il est vraiment très jeune. Je crois pas avoir vu déjà ce regard-là chez lui. Tu as des questions pour Maud là-dessus? Moi, j'ai envie de dire, mais alors comment c'était? Mais qu'est-ce qui se passait? Une grosse partie de sa vie, pour moi, c'est un genre de mystère, parce que je vois que le personnage en soirée, tout ça, et qui sort tout le temps les phrases qui sortent de l'ordinaire par rapport à toute la réflexion qui sort de l'ordinaire par rapport au... Il était très décalé par rapport à ce qu'il vivait. Je pense que il y avait un côté, vous étiez tous précurseurs, et puis lui, il était là, mais il n'était pas là. De moments, je pense qu'il prenait des grands moments de recul. Je sais pas, à mon avis, ça c'est Joey qui est en train de faire un doigt d'honneur, non? Oui. Hein? Ouais, c'est cette même soirée où ils sont visiblement toujours dans l'escalier en train de faire les couillons. J'ai fait toute une série en descendant de l'escalier. Ça, c'est au Globo, au fond à droite. C'était notre coin à nous. Ça, c'est avec Slaze, qui était un des membres des BBC. Et donc là, c'est après le Globo. C'est prendre un sandwich frites et un coca quelque part. Donc voilà, quoi. Non, mais elles sont magnifiques, ces photos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre des photos? Vous étiez vraiment pas beaucoup à en prendre à l'époque. J'avais remarqué déjà à Londres en 85 que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est complètement différent. Je vois des gens, mais vraiment de bords, mais complètement divers, qui s'agglutinent et qui a ces différentes disciplines qui jouent les unes avec, contre, s'inspirent, tout ça. Il y a juste une toute autre énergie. Et je me suis dit, ça, il faut la documenter. Tiens, regarde. Ça, c'est en dehors du studio A, vers Étoile. Donc, c'est derrière les champs. Et ça, c'est au Palace. On est en août 87. Là. Parce que c'est la première fois qu'on entend Public Enemy, Rebel Without a Pulse. C'est la première fois qu'on l'entend dans une boîte, dans une soirée, quelque part. Tu avais le tag de ton frère juste derrière? Ah ouais. Bon, celle-là, ma mère a fait un bond de 3 mètres quand elle l'a vue. Fait « Oh, Gugu !» Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette naissance de ce milieu? Quel espoir vous avez placé là-dedans? Je pense que c'est difficile pour utiliser le mot « vous », parce que chacun a ses origines, son parcours avant cette culture-là, sa phase initiatique à cette culture-là, et qu'est-ce qu'on en fait par la suite. J'avais déjà participé à pas mal de différentes mouvances. Quand je suis arrivé à Londres, c'était l'explosion du punk. Donc, je regardais ça de loin parce que j'avais juste 8-9 ans. Et pour moi, entre Covent Garden et Paris, c'est la même chose. C'est juste, moi, je regarde ça au niveau phénomène culturel, international ou universel, quoi. Et je vois que pour la première fois, à ma connaissance, il y a différentes disciplines artistiques ou expressives qui se côtoient et s'enchevêtrent et s'inspirent les unes les autres. Et je me dis, ça, il n'y a jamais eu à ce point-là dans d'autres cultures. Là, genre, c'est là le truc, quoi. Et c'est pour ça pourquoi je commence à documenter aussi. On faisait des photos. Pour moi, il fallait documenter ça parce que ce que nous vivions à l'époque n'avait rien à voir avec tout ce qui a été vécu auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait de politique pour toi à la naissance du graffiti, et notamment au moment où vous commencez à le pratiquer? Écrire sur les murs de la ville, qu'est-ce que ça revendiquait? Instinctivement, pour moi, nous réhumanisons l'espace. De plus en plus, nous allions vers un genre d'anonymat très pesant. Tous les signes qu'on voit, c'est acheter ceci, acheter cela, ici on vend ci, ici on vend ça. Sinon, les panneaux publicitaires avec vous êtes moche, vous êtes ci, vous êtes ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, voter pour un tel. Toute la signalétique qu'on voit autour de nous, c'est soit pour acheter ou pour nous endoctriner à croire en quelque chose. Et à un moment donné, chacun à sa voix quelque part, quoi. Nous sommes quand même des animaux, quoi. Et nous avons besoin de quelque chose un peu moins rigide et oppressif, quoi. On n'est pas à l'usine, à fin du 19e siècle, quoi. Donc, c'est construire des nouveaux ponts de langage
avec les autres, faire table rase de toi tu sais dessiner, toi tu ne sais pas. Offrir à travers l'écrit une discipline nouvelle où n'importe quel gamin peut commencer à s'exprimer. Et moi, je voyais à travers cette culture, si tu connais ABCD, tu peux te lancer dans le truc et tu n'as pas à te prendre la tête sur le reste, quoi. Genre, on fait table rase et on commence tous, on s'invente un nouveau nom. Donc, il n'y a pas collé à ça nos origines culturelles, nationaux, religieux, classe sociale, tout ça, quoi. Genre, donc, tout est, comment ça, une carte blanche, page blanche, et on se réinvente quelque part, mais en ramenant de nous. Comme ça, on arrive, on peut célébrer notre originalité et nous-mêmes en tant qu'être dans une ambiance de respect mutuel. Mais moi, je voyais cette culture comme un truc qui est fédéré, comme vraiment genre ou un nouveau départ pour tout le monde sur des bases plus saines, quoi. On a là une boîte à outils pour s'émanciper, pour développer une autonomie, pour si on réinvente la danse, la musique, l'art visuel, l'écrit et le parler, tout ça. Pour moi, je vois, on peut réinventer le théâtre, on peut réinventer une économie parallèle saine. Et il y a un tas de trucs qu'on peut revoir ou à notre sauce. Ça se termine avec ça. Écoute, je ne sais pas comment te remercier, mais je suis très très touchée par ce très très beau cadeau. Et puis en plus, tu as fait ça un peu à l'image de ce que tu fais en général, hein, c'est-à-dire tout très bien, très beau. Je préfère vous offrir ça à la famille, quoi, à toi et la famille, dans ce format-là, à l'ancienne, quoi. Donc voilà, quoi. Ma mère n'est pas là pour l'instant, elle sera là sous quinzaine, mais je pense que quand elle va voir ça, tu auras un petit message de sa part, je pense, parce que c'est très précieux. Et t'es très touchée. Affaire à suivre. Dans le prochain épisode, Beastie Sign. Le hip-hop était super ancré, mais on le voyait pas ancré et incarné par des blancs. Quand les Beastie Boys arrivent, tout d'un coup, c'est tout le monde, tous les blancs peuvent s'identifier, faire le truc, et ainsi de suite. L'avènement de ce mouvement, il y avait une espèce de manière de se comporter un peu. On n'arrêtait pas de voir des trucs de LL Cool J, des Beastie Boys, etc. On était un peu en imitation de ce qu'on voyait dans la culture américaine qui arrivait, qui était tellement forte pour nous. Vous venez d'écouter Les 1001 vies de Sign, une production tard le soir. Enquête de Karim Boukercha, réalisée par Elsa Denac. Musique originale Basile Bocquer. Mixage Simon Zrak. Ce podcast fait partie d'un projet transmédia. Prolongez l'histoire avec un texte et des images inédites en vous procurant le livre My Name is Sign, Paris is Mine aux éditions L'Œil d'Horus. Livre disponible uniquement en ligne sur www.westedtalent.fr. Merci au fonds de dotation Agnès B, à Pseudo Radio et au fonds Renault pour l'Art d'avoir soutenu le projet.